En 1894, un capitaine d'état-major nommé Dreyfus fut condamné à la dégradation et à la déportation pour avoir vendu des secrets militaires. Il fut donc dégradé dans la cour de l'hôtel des Invalides et envoyé en déportation en Guyane, à l'île du Diable. Et aussitôt, ses amis, ainsi que des journalistes et des hommes politiques de plus en plus nombreux dénonçaient une erreur judiciaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les contemporains, la question de l'innocence ou de la culpabilité de Dreyfus est une question obscure, parce que d'abord le dossier est un dossier de conseil de guerre, donc d'un premier temps il est secret, donc les gens prennent parti par principe. Certains soutiennent Dreyfus parce qu'il est juif, et parce qu'ils sont juifs eux aussi, d'autres parce que c'est leurs amis, d'autres parce qu'ils sont républicains et qu'ils pensent que c'est un républicain lui aussi, et à l'inverse, les gens prennent parti contre Dreyfus, parce qu'il est juif, et qu'il n'aime pas les juifs, parce qu'il pense que ça fait une tache sur l'armée, et que l'armée est devenue une vache sacrée dans cette époque où on espère toujours ardemment la future revanche. Donc pour les contemporains, la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus est une question d'opinion. Très peu seront en mesure de savoir si vraiment il est coupable ou innocent, du moins au début. Et donc ceux qui défendent Dreyfus, qu'on appelle les Dreyfusards, et à l'inverse on dira les anti-Dreyfusards, pour ceux qui s'opposent à lui, eh bien accusent les autorités judiciaires et militaires, la droite en général, et le clergé d'étouffer l'affaire. Et de même, la droite dénonce les juifs, les francs-maçons, qui tiennent une grande place dans la République, comme on va le voir dans peu de temps. Et ils disent que finalement, même si Dreyfus est coupable, il faut sauver l'armée, l'armée est sacro-sainte, etc. Les passions sont à leur comble, et cela est illustré par un dessin de Carandache, qui était d'ailleurs anti-Dreyfusard, qui est un dessinateur humoristique. On voit un repas de famille, et les gens disent, surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, et à la fin, le chaos règne. Ils en ont parlé. Les passions étaient chauffées à blanc. C'est en 1898 que l'affaire est à son comble et qu'est fondée pour défendre Dreyfus la Ligue des droits de l'homme et à l'inverse la Ligue de la patrie française. Et c'est en 1898 aussi que paraît le célèbre éditorial de Zola intitulé « J'accuse » dans l'Aurore, qui est le journal de Clémenceau. Et je signale au passage que Clémenceau, qui avait été mouillé jusqu'au cou dans l'affaire du scandale de Panama, se remit en selle politiquement à la faveur de l'affaire Dreyfus. Et ce qui remit en selle également les radicaux. En 1899, le capitaine Dreyfus était pourvu en cassation et son procès avait été jugé une deuxième fois à la cour d'appel de Rennes et il fut de nouveau condamné. Mais il se pourvut de nouveau en cassation et c'est en 1904 que la cour de cassation reconnut qu'aucune des preuves qui avaient été retenues contre lui n'était convaincante et prononça sa réintégration dans l'armée. Il faut dire qu'il y avait eu le colonel Henry qui avait fabriqué un faux, parce que voilà, on disait il faut faire un faux, parce que si on expose le dossier de l'affaire, tous les services secrets français seront compromis et la France sera menacée, etc. Mais il faut souligner le rôle du colonel Picard qui a beaucoup œuvré pour faire éclater la vérité. Et le colonel Henry, quant à lui, finira suicidé dans sa cellule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affaire Dreyfus, elle n'éclate pas toute seule, elle éclate en même temps qu'une affaire qui s'appelle l'affaire des fiches. Depuis 1881, les gouvernements républicains avaient entrepris d'épurer l'administration, notamment la magistrature, en mettant à la retraite d'office les magistrats catholiques, parce qu'on pensait qu'ils étaient également monarchistes, qu'ils étaient de mauvais républicains. Et ça s'était accentué en 1887, et l'affaire des fiches a éclaté en 1904 quand un député monarchiste qui s'appelait Guyot de Villeneuve révéla que le ministre de la guerre, qui était le général André, qui joua d'ailleurs aussi un rôle dans l'affaire Dreyfus, le général André se renseignait sur les opinions politiques et surtout religieuses des officiers par l'intermédiaire de fiches qui lui étaient transmises par les loges du Grand Orient, qui étaient rédigées par les membres de ces loges et expédiées au ministre de la guerre. Et le ministre de la guerre, en voyant ces fiches, donnait de l'avancement aux officiers considérés comme républicains, et ceux qui avaient des fiches qui disaient qu'ils étaient catholiques ou qu'ils étaient de mauvais républicains, n'avaient jamais d'avancement en dépit de leur qualité éventuelle. Et en réalité, cette affaire des fiches fut étouffée, elle éclata à l'Assemblée, elle fut étouffée. Pourquoi? Parce que
les républicains finalement préférèrent sauver le régime plutôt que d'être au service du droit, de la justice et de la vérité, de même que les patriotes étaient prêts à étouffer le droit, la justice et la vérité et faire condamner Dreyfus pour sauver l'armée française. Dans les deux cas, ce sont les passions politiques qui dominent et non pas les plus hautes vertus morales. En 1899, donc à la suite de l'affaire des fiches et de l'affaire Dreyfus, l'agitation nationaliste est à son comble. Et de plus, la presse catholique, qui défend évidemment les catholiques mis à l'écart de l'armée ou de la magistrature, est également généralement anti-dreyfusard. Et par réaction se constitue le Bloc des gauches. Le Bloc des gauches qui est organisé sous l'égide du Grand Orient. La franc-maçonnerie joue un grand rôle dans l'établissement de la République. Et ce Bloc des gauches, il va réunir d'une part les modérés et les radicaux, qui sont les deux tendances bien connues, mais aussi les socialistes, qui sont de plus en plus importants. Et Waldeck-Rousseau s'attaque aux congrégations par une loi générale sur les associations. Parce qu'on trouve que l'influence de l'Église catholique est trop grande dans la République et l'anticléricalisme est une composante fondamentale de l'idéologie républicaine. Et cette lutte contre l'Église catholique va continuer car en 1902, les élections confortent le Bloc des gauches. Et c'est Émile Combes qui va pousser plus loin la lutte anticléricale. Il dissout toutes les congrégations et fait saisir leurs biens. C'est assez paradoxal parce qu'Émile Combes, il y a quand même quelques congrégations qui ont échappé à sa maledicte, et notamment les Ursulines de Chavannes, tout simplement parce que c'est là qu'il faisait éduquer ses filles. Une petite curiosité que je signale au passage. Émile Combes fit fermer 3000 écoles religieuses et chasser les frères et sœurs enseignants. Donc ils sont pris par la peau du cou et chassés de leur propre pays. Et il fait également rompre les relations diplomatiques avec Rome. Et la touche finale de la séparation de l'Église et de l'État sera accomplie par Rouvier en 1905. Et Rouvier abolit le Concordat de 1801 qui régissait les relations donc, du gouvernement français avec l'Église catholique. Quant aux biens de l'Église, eh bien, on ne veut pas les saisir purement et simplement, on désire les confier à des associations cultuelles. Mais ces associations cultuelles sont interdites par le pape. Elles seront constituées par les protestants et par les juifs, mais le pape interdit aux catholiques d'en constituer. C'est un point extrêmement important. C'est que l'Église catholique, et c'est bien ce qui gêne la République, ça n'est pas une association, c'est en fait un corps. Et par conséquent, si on avait constitué ces associations cultuelles, toutes les paroisses, les évêchés auraient été entre les mains d'associations qui auraient eu leur propre statut et qui se seraient immanquablement séparées de Rome et donc du corps de l'Église catholique. Et on aurait abouti à une espèce d'église associative de style protestant, si vous voulez, gallican, enfin bref. Cette question des associations cultuelles est absolument primordiale parce que c'est vraiment le poison qui est caché dans cette séparation de l'Église et de l'État qui, en elle-même, n'est pas du tout une mauvaise chose et même, de mon point de vue, une bonne. Mais comme les associations cultuelles qui auraient dû posséder les biens de l'Église n'ont pas été constituées, l'État s'en est purement et simplement emparé. Et il en a fait les inventaires qui ont eu lieu en 1906. Ça a causé beaucoup de désordre, de violence. Mais Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur, fit interrompre ces inventaires en 1906 parce qu'il y avait eu des morts. Et donc on en est resté à cette situation de séparation de l'Église et de l'État, non pas dans un contexte de séparation amiable, mais de crise.